je suis un vieux con, mais je l'assure. Et deuxièmement, je suis un perpétuel optimiste. Les générations qui vont suivre seront pleines d'idées. Mais enfin, sur un certain nombre d'éléments, et si on prend la question du réchauffement climatique, de la dégradation de la biodiversité, etc., c'est pas... il y a des scientifiques qui travaillent sur le sujet. C'est incontestable. On va appeler un chat un chat. La Chine n'est pas un pays démocratique, elle le deviendra. La Chine a bousculé un certain nombre de grandes questions éthiques. Le Covid a bien montré que ce modèle d'égalité ne répondait pas à tout. Et qu'on était peut-être, il fallait passer maintenant dans un modèle de l'équité. C'est-à-dire mettre les moyens là où ils sont plus particulièrement nécessaires. La démocratie, c'est pas j'arrive, j'ai une position, t'as pas la même que moi, mais quoi qu'il arrive, je garderai la mienne, tu garderas la tienne, et on verra comment on arrive à se foutre sur la gueule, et au mieux, on tranchera par un vote. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est de construire, de progresser ensemble. Charles-Laurent Berger et Jean-François Delfraissy, bienvenue sur la scène du théâtre. Laurent, vous débattiez ici même, il y a un an, avec le directeur général de BPI France, Nicolas Dufourcq, qu'à l'époque, vous étiez encore secrétaire général de la CFDT. Vous vous apprêtiez à ferrailler contre la réforme des retraites. Votre cote de popularité était déjà élevée, mais elle n'était rien comparée à celle qui, depuis, vous consacre parmi les personnalités les plus en vue du débat démocratique. Vous avez quitté la direction de la CFDT en juin. Ensuite, 2 mois pour respirer un peu, vous ressourcer, réfléchir, et aussi pour étudier les nombreuses propositions ici pour conduire une liste aux européennes, là pour intégrer de très lucratifs comités de surveillance aux sociétés de conseil en stratégie, voire même, je crois, des fonds d'investissement. Courtisé et à des conditions spectaculaires, c'est peu dire que vous l'avez été. Et finalement, c'est au Crédit Mutuel Alliance Fédérale que vous débutez votre nouvelle étape professionnelle en créant un centre d'expertise consacré à la révolution climatique et environnementale. C'est aujourd'hui l'une de vos premières apparitions publiques depuis votre départ de la CFDT. Merci pour cette confiance. Courtisé, lui aussi, il a été, je crois même, pour occuper de très haute fonction, et lui aussi a su dire non aux sollicitations les plus gratifiantes pour rester concentré là où il se sait utile. Jean-François Delfraissy, vous êtes professeur d'immunologie clinique. Détailler votre parcours de médecin nous prendrait 10 bonnes minutes, alors je m'arrêterai à 3 épisodes clés. Vous êtes connu des Français depuis que le chef de l'État vous a nommé en mars 2020 à la tête du fameux Conseil scientifique, appelé à formuler des recommandations dans la lutte contre le Covid-19, c'est-à-dire à escorter l'exécutif dans un moment inédit de l'histoire. Deuxième période clé, vous vous êtes consacré à la lutte contre le VIH-Sida dès son apparition en 1983. Et d'ailleurs, cet après-midi, vous en débattrez avec Anthony Passeron, auteur des Enfants endormis. Enfin, vous avez été renouvelé au printemps à la présidence du Comité consultatif national d'éthique, en première ligne du débat sur la fin de vie. Covid-19, VIH-Sida, CCNE, le triptyque forme d'ailleurs l'ossature du livre que vous publiez au Seuil dans quelques jours, Un médecin au front, et que j'ai eu le privilège de composer à vos côtés. A priori, rien donc de vos parcours respectifs ne semble devoir vous réunir ce matin, mais il y en a un. Et votre actualité a rattrapé ma volonté qui remonte au printemps de vous réunir ce matin. Vous participez ensemble à la naissance d'un programme d'études démocratiques à l'ENS. Il sera composé de 5 chaires déclinant l'enjeu démocratique sur autant de terrains. Laurent, vous piloterez celle du travail et Jean-François, bien sûr, celle de la santé. Et on en vient donc directement à notre débat aujourd'hui. Comment sauver notre démocratie? Je commence avec vous, Jean-François. Le fil conducteur de votre livre, ce sont les défaillances de la démocratie et les opportunités de les réparer. Alors, je voudrais commencer d'abord par le diagnostic au révélateur de la crise pandémique. Qu'avez-vous appris sur l'état de santé de notre démocratie? S'est-elle plutôt renforcée d'ailleurs ou plutôt abîmée à l'épreuve du Covid? Alors, moi j'annonce la couleur, pour reprendre le débat un peu de tout à l'heure, je suis un vieux con, mais je l'assure. Et deuxièmement, je suis un perpétuel optimiste. C'est-à-dire que je pense que les générations qui vont suivre seront pleines d'idées, que la science sera en rendez-vous, que le progrès sera en rendez-vous, et qu'on va trouver un certain nombre de solutions à des questions majeures qui surviennent.
Sur la crise Covid elle-même, c'est à la fois, je pense que nos démocraties européennes, et pas seulement la France, finalement, ont été les gagnantes. Hein. Si je regarde, par exemple, par rapport aux deux extrémités, que sont les États-Unis qui sont aussi une belle démocratie, un peu plus complexe que les nôtres, qui ont créé l'innovation, qui ont créé les vaccins, même si elles ont été les prendre ailleurs, qui ont créé les médicaments. La perte de durée de vie aux États-Unis, elle est de moins 2,6 ans dans ces années de crise. La perte de durée de vie en France, elle est de 3 mois, en Allemagne de 6 mois, en Espagne de 7 ou 8 mois, et en Italie aussi, en Angleterre à peu près la même chose. C'est-à-dire que notre démocratie, finalement, en jouant la carte d'essayer de vivre avec, on trouvait une forme de solution complexe, hein, très complexe, hein, mais ils l'ont trouvé. L'autre extrémité du monde, la Chine, et vous avez vu ce qui s'est passé, qui n'est pas totalement encore terminé, mais où là, enfin, il faut appeler un chat un chat. La Chine n'est pas un pays démocratique, elle le deviendra. La Chine a bousculé un certain nombre de grandes questions éthiques autour de cette crise. Alors, ce que je retiens de ça, c'est qu'on a finalement oscillé, tenté d'osciller avec une forme d'humilité un peu. Et je sais que le conseil scientifique et moi en particulier avons été vécus comme une sorte de garde-chiourme très, très lourd. Et je vous rassure, je suis quelqu'un de normal, hein, comme vous tous hein, dans la salle, hein, vraiment. Et on a essayé d'osciller entre ces deux notions qui, je trouve, sont dans notre société française sur beaucoup de sujets en ce moment. L'autonomie, c'est-à-dire la notion de liberté individuelle, ce qui est un point fondamental. Et puis de l'autre côté, une autre valeur éthique qui est aussi essentielle, qui est la solidarité, et la solidarité vis-à-vis des plus fragiles en particulier. Et c'est dans ces discussions de santé publique, on a véritablement oscillé autour de ça. Et puis le deuxième point, c'est que, somme toute, dans la relation entre l'expertise et le politique, entre le savoir et le pouvoir, les choses sont assez simples. Hein. Les experts conseillent, le politique décide. Hein. Et moi, j'ai jamais eu d'état d'âme là-dessus. Quand on a parlé d'un troisième pouvoir médical en France, oubliez, c'est bullshit. Là où ça devient compliqué, ça a été très compliqué pour nous et pour moi en particulier, c'est début mars 2020, dans cette période un peu complexe, quand on ne sait pas, c'est-à-dire quand le sachant ne sait pas. Et comment il peut exercer son rôle d'expertise vis-à-vis du décideur public, quand lui-même, la science prend du temps. La décision politique se joue en quelques jours, la construction de la science, elle prend quelques semaines, quelques mois, voire même parfois quelques années. Mais en tout cas, on a été dans une zone complexe. Et enfin, un dernier point, je m'arrête sur là, ma troisième leçon, alors même que je venais du milieu VIH, où j'avais appris pendant une vingtaine d'années que c'est fondamentalement la construction de la démocratie en santé qui est un élément essentiel, c'est-à-dire ce triangle, et qui n'est pas seulement celui de la démocratie en santé, qui est quelque chose de beaucoup plus global. C'est ce triangle où on a l'expertise, où on a le politique qui décide, et le citoyen qui donne son avis. Alors il donne son avis, bien sûr par les élections, mais la démocratie participative est un élément essentiel de la construction. Et je l'avais appris longuement avec les associations VIH et toute une génération qui a été lourde et qui a pris des prises de position très fortes. Et là, on a été dans un état de sidération hein, au mois de mars et au mois d'avril, et où tous ces réflexes, le milieu associatif, cette construction de la démocratie citoyenne ne s'est pas faite dans les conditions que j'aurais souhaité. Le gouvernement n'a pas souhaité le faire. C'est une erreur grave.
Elle s'est faite heureusement dans les régions, elle s'est faite à Lyon, elle s'est faite dans les grandes métropoles, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, 3 leçons rapides, et on reviendra après sur d'autres choses. Laurent, aux responsabilités qui étaient les vôtres, pendant ces 2 années et demie là, de crise du Covid, avez-vous cette impression vous-même que la démocratie s'était renforcée, ou est-ce que ce n'est pas finalement davantage la population qui nous a peut-être étonnés par sa capacité justement de solidarité, sa capacité à accepter des mesures de restriction aussi de liberté au nom justement de la défense des plus fragiles? Comment vous faites la différence entre la population et la démocratie? Bonjour à toutes et à tous. Les deux ne sont pas contradictoires. Les deux ne sont pas du tout contradictoires. Moi, je crois que dans cette période-là, face à quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, et en écoutant Jean-François, dont même les spécialistes ne maîtrisaient pas tout, ce qui est quand même il y a eu une capacité à prendre les sujets les uns après les autres. Le champ qui était le mien à l'époque était le sujet de l'économie et du travail. On n'a jamais autant discuté, autant adapté, autant construit des dispositifs qui permettaient aux uns et aux autres de continuer à vivre, je ne vais pas dire normalement, mais en tout cas à pouvoir subsister, à pouvoir s'organiser, etc. Avec des imperfections. Mais moi, j'ai souvent dit que cette période-là, en termes de dialogue social, qui est un élément de la démocratie, c'était une période dorée. Alors, c'est horrible de dire ça, de cette période qui était, au point de vue santé, dramatique, mais difficile. Mais ça a été aussi, on l'a vu, avec une émergence qu'on connaissait déjà, mais des citoyens. C'est-à-dire que plus jamais sur la question démocratique, on aura affaire entre des gens qui sont légitimes pour décider parce qu'ils ont été élus et des corps intermédiaires ou des experts, etc. Maintenant, il y a toujours eu, mais encore plus qu'avant pour de multiples raisons sur lesquelles on pourra revenir, il y a une aspiration des citoyens à exprimer, et pas simplement à exprimer, à participer aux choix qui les concernent. Et là, pour le coup, cette période-là, les choix qui les concernaient, c'était les choix de tout le monde. Enfin, c'était les mêmes. Et puis, ça a plutôt joué le jeu. Ça a plutôt joué le jeu. On a vu aussi se développer des dispositifs de solidarité, parfois dans des immeubles pour aider la personne qui était plus isolée, parfois d'un point de vue économique pour aider l'ostréiculteur ou je ne sais quoi à écouler ses produits, etc. Donc, oui, c'était un moment particulier qui fait que, en tout cas sur le terrain du dialogue social, il y a eu une forme de prise de conscience, mais on y reviendra parce que ça dit des choses sur les enseignements pour l'avenir, qu'on avait un destin commun, qu'on avait du commun à faire vivre pour affronter cette pandémie, et que plutôt l'intelligence a fonctionné. J'aimerais qu'on s'arrête, Jean-François, sur un fait qui est l'événement, on va dire, au printemps, mais qui s'est poursuivi après, bien sûr, l'événement Didier Raoult. Pourquoi je voudrais qu'on en parle? Parce qu'il est quand même symptomatique de beaucoup de sujets qui ont affaire à la démocratie. Et j'aimerais que vous nous racontiez ce voyage à Marseille, où tout bascule. On est le 9 avril 2020, et je rappelle le contexte. Emmanuel Macron, tout comme une partie des médias et de l'opinion publique, semble conquis par les recettes de Didier Raoult, et au point que les relations d'ailleurs entre le Conseil scientifique et le chef de l'État deviennent assez critiques. Je crois même savoir que des membres du Conseil scientifique, se sentant peut-être discrédités ou même trahis, sont prêts à démissionner. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, et qu'est-ce que l'événement Raoult dit justement du fait démocratique, y compris notamment du comportement des médias? Je ne devrais pas répondre. Non, pas que, parce que dans le livre, je dis que les médias qui ont joué des rôles importants, essentiels au début, ensuite ont conduit finalement à la disputation et à la polémique, au lieu de vous aider, vous les citoyens, à mieux comprendre ce qui se passait. Bon. Enfin, très rapidement. D'abord, je connais Didier Raoult depuis longtemps. Vous savez, on est un petit milieu en France de spécialistes des virus. Et Didier a fait des choses intéressantes, scientifiques intéressantes, dans le cadre de sa carrière. On avait une réunion scientifique à l'Élysée qui avait eu lieu la semaine juste avant le confinement, auquel je l'avais fait inviter. Puis ensuite, j'avais souhaité qu'il soit dans le conseil scientifique. Et il nous a quittés après 2 ou 3 jours parce qu'il avait une autre vision, en considérant qu'il avait la solution avec l'hydroxychloroquine. Bon. Et je lui avais proposé de faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire construire de l'evidence-based medicine avec un essai ad hoc. Et puis il avait refusé. Bon.
Alors ensuite, le président de la République voulait aller à Marseille. On était, je vous rappelle, début avril. Début avril, c'est la période la plus dure, où nous-mêmes, on avait les projections montraient que le premier confinement, qui a été extrêmement dur, vous vous souvenez, hein, aurait des retentissements positifs à partir du 10 ou 11 avril, et on était dans la zone la plus compliquée, où les trains partaient de Paris pour aller ailleurs, enfin pour aller à Rennes, à Poitiers, transférer des malades en réa, etc. J'avais refusé 2 fois d'aller à Marseille, en disant au président, mais là, vous le cautionnez, c'est en allant à Marseille. Puis la 3e fois, voilà, pas le choix, un peu pour me faire plaisir, et on passe dans mon hôpital à Bicêtre, où je lui fais rencontrer le matin une série de scientifiques pour savoir où on en était dans le traitement des formes graves, etc. Les journalistes, évidemment, n'en ont pas du tout parlé. Et nous voilà partis en avion, dans l'avion présidentiel, sur Marseille. Et le président me pose la question de qu'est-ce que vous pensez de Didier Raoult, et je lui réponds, je le connais, mais je préfère que vous fassiez votre propre impression. On arrive dans une réunion qui était privée, il y avait 40 journalistes, 80 personnes qui nous attendaient à l'IHU. Bon, c'était une réunion assez... Bon, voilà, vous verrez ce qu'achète le livre, je la raconte. Et puis, on ressort de tout cela. Et puis, on repart le soir, un peu plus tard que prévu. Toujours, on reprend l'avion. Moi, c'est la seule fois que j'ai pris les avions présidentiels. Ne croyez pas que je sois spécialiste de ça. Et voilà, on parle d'un point très important qui était la réouverture des écoles. Et je vous rappelle que la France a été le pays qui a gardé le plus longtemps les écoles ouvertes parmi l'ensemble de la démocratie. Et je pense que c'est une vision assez présidentielle qu'on a appuyée aussi et qui est un point fondamental, hein, ce fait de réouverture des écoles. Et puis, il me dit rien. Et puis finalement, il me dit, vous ne me demandez pas ce que je pense de Didier Raoult. Et je lui dis non, bah dites-le moi. Et il me dit, je me suis fait mon impression. Et là, j'ai su que j'avais gagné en termes je dirais, de poids scientifique, et que je venais de perdre complètement dans l'opinion. Mais ça, il faut savoir être comme ça quand on prend ce genre de fonction. L'épreuve du Covid a soulevé d'immenses questions éthiques, et on n'a pas le temps de les aborder, mais j'ai une question plus générale, et à laquelle d'ailleurs Laurent peut également bien sûr répondre. Est-ce que l'épreuve éthique de la pandémie peut servir les futurs débats éthiques, bien sûr à la tête du CCNE, et puis aussi, Laurent, dans vos nouvelles fonctions, finalement? Moi, Jean-François aurait pu répondre mieux que moi, il répondra mieux que moi. Sur la question de la transformation écologique, de la lutte contre le réchauffement climatique, moi je crois qu'il y a, et on voit bien, hein, ces derniers jours, ces dernières semaines, une forme de relativisme par rapport à ce qui est en train de se passer. Il faut en appeler à la science. Il y a un sujet, si on veut fonctionner en démocratie correctement, regarder l'ensemble des difficultés, des problèmes, des choix à opérer, il faut l'incontestabilité des faits. Alors, il y a des moments donnés où c'est plus compliqué que d'autres, parce que quand on est dans une pandémie qui surgit, etc. Mais enfin, sur un certain nombre d'éléments, et si on prend la question du réchauffement climatique, de la dégradation de la biodiversité, etc., c'est pas... il y a des scientifiques qui travaillent sur le sujet. C'est incontestable. Et il faut, y compris sur les solutions, et c'est un des objets de ce qu'on va construire, ce que je vais essayer de construire dans l'Institut Crédit Mutuel, sur une partie des solutions à construire, il faut le faire en ayant un regard qui soit basé sur les faits et la science. Et donc, moi, je crois qu'en termes d'éthique, c'est ça. C'est-à-dire que la démocratie, c'est de toute façon une forme d'éthique globale. C'est la reconnaissance qu'il y a des intérêts contradictoires qui traversent la société, qu'on traverse en commun des événements, des aléas, etc., qu'on a choisi ou pas choisi et sur lesquels il faut continuer à construire du commun et donc à accepter des choix à opérer, des compromis, de l'écoute des différentes parties prenantes. Voilà. Et donc, cette période-là, moi, franchement, du terrain qui était le mien, il n'y a qu'un point sur lequel j'ai été en désaccord fondamental, je vais vous dire lequel, mais sur le terrain qui était le mien, on a eu une période dorée où on a su se dire, là, de toute façon, on est tous dans le même bateau, pour dire les choses. Le désaccord, je vous le dis, c'était que nous, on avait assez vite demandé
qu'on prenne le temps d'avoir un peu de recul avec un certain nombre de scientifiques aussi, de chercheurs, sur la question des sciences sociales. Même si dans le comité, il y avait des chercheurs en sciences sociales, et on le voit aujourd'hui, l'école, je le dis, l'école, c'est un bienfait, et on le mesure encore aujourd'hui. On serait dans une situation bien pire si les écoles avaient fermé. Regardez ce qui se passe dans un certain nombre de pays qui nous sont proches, et pourtant, il y a quand même, en termes de santé mentale, beaucoup de conséquences de ce qui s'est passé. Mais alors, Laurence, vous insistez sur le fait, sur la science, et on sait que la confiance, c'est vraiment l'un des piliers de la démocratie. Jean-François, comment explique-t-on que la confiance en la science n'ait pas profité, notamment des découvertes de ces vaccins en un temps record avec une telle efficacité? On n'a pas l'impression que la science a grandi dans la relation de confiance que lui consacrent les citoyens. Est-ce que je me trompe? Non, malheureusement, je pense... dans la résolution de crise, hein, tout le monde est bien d'accord, Max Weber l'a écrit il y a longtemps, c'est la confiance à la fois des citoyens vis-à-vis des décideurs politiques, et c'est la confiance des citoyens vis-à-vis des scientifiques et des médecins dans une crise sanitaire. Et on a bien vu que cette confiance avait été ébranlée. Je vais même un peu plus loin si je quitte Covid, parce que je comprends que vous ayez envie de penser à autre chose que Covid. Moi aussi. Hein, d'ailleurs, on va en sortir juste après cette réponse. Moi aussi. Hein. Non, mais il y a un point essentiel, et j'entendais le débat tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même, alors que les vieux cons comme moi rappellent ce qu'ont été les progrès scientifiques majeurs au cours des 50 dernières années. Il y a une partie de la population qui est jeune dans cette salle, il y a une partie de la population qui a plus de 65 ans, il y a 50 ans, la moitié des 65 ans, vous n'auriez pas été là, vous seriez mort. Hein. La durée de vie dans les pays, dans les grandes démocraties européennes, a augmenté entre 17 et 18 ans. Hein. Entre autres, mais même parmi les jeunes, la mortalité infantile a considérablement baissé sur des aspects sanitaires. Je veux dire qu'il faut qu'on fasse très attention, non pas d'avoir le culte de la science, toute la science n'est pas bonne à prendre, mais faire très attention que la notion du progrès doit rester et qu'on ne tombe pas dans ce questionnement autour de on arrête le progrès n'a pas d'intérêt. Qu'on questionne le progrès, qu'on questionne la science, à la fois sur les enjeux éthiques, sur où va-t-on, et en particulier sur les enjeux de climat, mais fondamentalement qu'on reste optimiste sur cette notion du progrès. Alors sur les enjeux éthiques, deux choses très vite. Vraiment, je trouve que ce qui marque notre société française, c'est cette balance entre autonomie, liberté individuelle et solidarité vis-à-vis des autres et des plus fragiles. Et il y a eu des tas d'exemples donnés, y compris des jeunes qui allaient voir leurs grands-parents se faisant tester avant. Enfin, il y a eu des moments merveilleux dans tout ça. Et une deuxième notion que les politiques n'abordent pas beaucoup et qu'on a du mal à aborder. Vous savez fondamentalement qu'en France, et c'est d'ailleurs dans notre devise, on est sur l'égalité d'accès aux soins. Et c'est ce qui nous caractérise dans notre système français, même s'il y a des trous dans la raquette et même s'il y a des disparités selon l'origine des populations. Et Covid a bien montré que ce modèle d'égalité ne répondait pas à tout et qu'on était peut-être... Il fallait passer maintenant dans un modèle de l'équité, c'est-à-dire mettre les moyens là où ils sont plus particulièrement nécessaires. C'est vrai, par exemple, à l'école. Il y a des zones en France où il est justifié de mettre beaucoup plus de personnel enseignant que dans d'autres. Il y a des zones en France où on sait qu'en raison de la pauvreté, du niveau social, du niveau culturel, l'accès aux soins reste plus difficile. Les géographes, et c'est là où les sociologues, et c'est là où les sciences humaines et sociales sont fondamentales, nous apprennent qu'il y a 30 zones en France où si on met les moyens, on aura beaucoup plus de résultats que si on continue à mettre les moyens de façon égalitaire. Et c'est cette notion de passage progressif de l'égalité républicaine, qui est une très belle notion, à l'équité,
qui m'apparaît, moi, un enjeu important pour à la fois les citoyens et les politiques qui sont très loin de ça. Laurent, politiquement, pas sur un plan partisan, mais politiquement, sommes-nous prêts à investir davantage dans le sens de l'équité contre, peut-être, l'intérêt de l'égalité, d'après vous? Non, mais l'équité, c'est jamais contre l'égalité. Parce que, à un moment, il y a un arbitrage parfois. C'est parce que si on prend le sujet de l'école, investir davantage, il y a des choses qui ont été faites, mais insuffisamment, mais investir davantage dans les endroits où les familles, les enfants sont plus en difficulté, etc., ça n'enlève rien à ceux à qui sont aujourd'hui dans des situations correctes. Moi j'ai toujours dit, j'ai pas enseigné longtemps, mais il vaut mieux avoir, on peut avoir dans certains endroits 35 élèves, 40 élèves, et dans d'autres plus de 15, c'est pas possible. Et c'est ça dont il faut tenir compte. Donc moi je crois qu'il y a un enjeu, et c'est le pacte républicain qui est basé sur nos valeurs, sur ces valeurs républicaines dont a parlé Jean-François, il mérite d'être mis à l'épreuve des faits. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas accès à la santé dans un certain nombre de déserts médicaux, vous ne pouvez pas croire au pacte républicain. Vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment d'être délaissé. Et on sait bien que notre démocratie, elle est menacée sur le terrain du sentiment d'être sorti du truc, d'être sorti du jeu. Et aujourd'hui, c'est vrai dans l'école, c'est vrai parfois dans le logement, c'est vrai sur la question de la santé, il y a le sentiment, et qui n'est pas qu'un sentiment, il y a une réalité de ne pas avoir accès à cette promesse qui est normalement celle qui est faite pour tous les citoyens. Et donc, ça nécessite qu'il y ait des mesures rectificatives. Faites-vous un lien entre ce constat et les événements? Je vais prendre un exemple. Les événements, les émeutes du début du mois de juillet. On a vu des maires, des élus, même vivre dans la peur, être la cible justement de ces émeutes. Est-ce que vous dites que c'est parce que dans certains territoires, on manque justement de ces investissements en faveur de l'équité, que finalement la République, peut-être même davantage que la démocratie, se trouve remise en question? D'abord, il n'y a rien qui justifie de s'en prendre à une autre personne. Il faut toujours, il n'y aurait pas une justification sociale à manier de la violence. Donc, il ne faut pas être là-dessus. Ce sentiment, mais vous savez, il faut regarder les 3 derniers gros événements d'éruption sociale ou sociétale qui sont apparus. La crise des Gilets jaunes, sentiment de ne pas pouvoir vivre décemment de son travail et d'être délaissé, notamment avec une disparition des services, ce qu'on appelle des services publics dans un certain nombre de territoires. Et je ne fais pas de commentaires d'analyse personnelle sur le sujet, mais c'était une réalité, sentiment d'être délaissé. Le sujet des retraites, c'est clairement le sentiment que ce sont les catégories qu'on a qualifiées pendant la pandémie de deuxième ligne qui sont les plus impactées. Le sujet n'est pas tellement la question de l'âge, la question est qui ça va toucher le plus. Et le troisième, c'est évidemment les émeutes auxquelles vous participez, que vous relatez, qui sont basées, je le rappelle, sur un événement dramatique avec la mort d'un jeune homme, etc., tué par un policier. À chaque fois, il faut analyser, non pas sur l'écume des choses, les phénomènes, il faut regarder ce que ça dit de la société. Et ce que ça dit de la société, c'est que oui, il y a, pour un certain nombre de populations, un sentiment, et puis encore une fois, plus qu'un sentiment, une situation, le sentiment d'être mis à côté, d'être discriminé pour certains. Ce phénomène-là existe en France, il ne faut surtout pas. On peut être discriminé territorialement, discriminé en fonction de ses origines, etc. Et ça existe. Et tant que ça existe et qu'on ne regarde pas ça forcément en face, on se donne le sentiment que tout ça, finalement, est de l'éruption régulière sans forcément d'analyse à faire. On n'a pas fait les analyses de tout ça. Je suis désolé, on ne le fait pas. Et tant qu'on... Moi, je parlais de la science, non pas que la science soit à raison en tout, mais à partir du moment où on ne prend pas le temps de l'analyse, de regarder clairement ce qui s'est passé et de poser des diagnostics ensemble sur la situation, on passe à côté des choses. Et oui, notre démocratie, elle est parfois minée par le ressentiment d'abandon qui est celui d'une partie de la population. Et encore une fois, ce serait à tort ou à raison. C'est à raison parfois ça peut être à tort,
que peu importe d'une certaine manière, si on veut construire la démocratie, il faut qu'on comprenne les causes de tout ça. Alors, tout le monde réfléchit aujourd'hui aux manières de revitaliser, justement, de réveiller notre démocratie. Et j'aimerais m'appuyer sur ce que le chef de l'État a mis en œuvre en dégainant la cartouche de la démocratie participative ou délibérative. D'abord, il y a eu le grand débat, justement, après le mouvement des Gilets jaunes auxquels vous faites référence. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, et puis celle pour la fin de vie. Et maintenant, il y a le Conseil national de la refondation qui est décliné sur 10 thèmes. Alors, on voit bien que ces expériences ont donné le bon et franchement le moins bon. Le moins bon, c'est sans doute la Convention citoyenne pour le climat, puisqu'on avait vu qu'au final, les mesures qui ont été prises ne correspondent pas à ce que justement la Convention avait proposé. Il y a eu en revanche le bon, Jean-François pourrait peut-être en dire un mot, c'est la Convention citoyenne pour la fin de vie justement, où là on voit bien, vous étiez vous au cœur du réacteur, donc vous avez vu comment avait fonctionné cette convention. Tout ça, ça nous apprend quoi? Sur la manière la plus intelligente possible d'imbriquer les leviers de démocratie participative avec bien sûr ceux de démocratie représentative, puisqu'il n'est pas question de remettre en question les élus. Et peut-être, j'aimerais, Jean-François, pour répondre à la question, nous raconter aussi votre expérience dans le combat contre le VIH-Sida, lorsque vous avez travaillé aussi avec les minorités actives. C'est important de savoir comment on peut en tenir compte aujourd'hui. Non, je crois qu'en fait, vous avez compris, hein, moi je pense que la France reste et demeure une belle démocratie. On peut toujours, les Français, on adore se tirer une balle dans le pied, dire que tout va mal, mais finalement, il y a énormément de gens autour de nous qui aimeraient bien vivre en France. Après cela, une démocratie est un être fragile, et on est dans probablement un moment de fragilité où il faut qu'on renouvelle, il faut qu'on ouvre les fenêtres et qu'on donne de l'oxygène. Et la façon de le faire, probablement, c'est de trouver, en tâtonnant, une série de nouveaux moyens pour laisser la parole, laisser l'écoute, ce qui ne veut pas dire qu'ils seront écoutés, hein, et qu'ils seront entendus, mais laisser l'écoute aux citoyens. Alors, il y a différents moyens, et je ne suis pas un politologue, mais je trouve que j'ai eu en expérimenter un ou deux. On a d'une part les référendums, pas le référendum sur une question, qui là été éminemment un référendum politique et qui est voué à l'échec, mais des séries de petits référendums sur des questions très particulières citoyennes, comme la Suisse, on peut en donner un type d'idée par exemple, hein, qui pourrait nous guider. Et puis on a cette construction qui peut être autour de ce qu'on appelle les grands débats citoyens ou les conventions citoyennes. Alors, la Convention sur le climat était un échec à court terme. Hein. Le président Macron a dit « j'écouterai tout ce que dit la Convention sur le climat », et puis il n'a rien écouté dans un premier temps. Et puis on s'aperçoit que 2-3 ans plus tard, il y a quand même un certain nombre de messages qui commencent à passer. Donc c'est peut-être pas si négatif que ça. On s'est lancé, nous, dans un autre modèle autour d'un sujet complexe, humain, difficile, très, très personnel, et dans toutes les familles, vous l'avez vécu, ce qui est la fin de la vie, la fin de vie. Est-ce que notre mort nous appartient ou est-ce qu'elle appartient aux médecins, hein, pour résumer de façon simple. Et donc le Comité national d'éthique a émis un avis en septembre 2022, qui a été, donc c'était un avis, si je peux dire, d'une forme d'expertise, hein, d'une forme de science, entre guillemets, autant qu'on puisse parler de science sur un sujet de ce type. Et puis ensuite, on a lancé une convention citoyenne avec le CESE, qui a été admirablement menée par le CESE et par en particulier la présidente du comité de gouvernance. 185 citoyens, 9 week-ends, tirés au sort. Alors un tirage au sort de 185 personnes sur un modèle français, bon, les gens rigolent et ils ont raison. Sauf que, moi j'ai participé à 8 week-ends sur les 9, j'avais l'impression d'avoir une vision de la petite France en face de moi. Hein. Il y avait un peu tout le monde et qui ont construit leurs pensées, qui ont construit leurs idées et qui réfléchissent à partir, après s'être formés, sur une série de propositions. Dans le même temps, avec les espaces éthiques régionaux, on a mené 500 débats en région
qui était débat d'éclaircissement, c'est-à-dire pourquoi la loi Claes-Leonetti n'est pas suffisamment connue, pourquoi elle n'est pas suffisamment appliquée, qu'est-ce qui manque dans l'utilisation des soins palliatifs, en particulier dans les EHPAD, quels sont les trous dans la raquette, et puis est-ce qu'on va vers une ouverture prudente vers une aide médicale à mourir. Et puis il y a eu différentes prises de position. Alors ce que je retiens dans le modèle, qui n'est pas forcément le bon modèle, c'est comment une discussion, en prenant le temps de prendre le temps sur une période de 1 an, permet de mettre sur la table un certain nombre de questions qui viennent des citoyens, qui posent des questions, qui interpellent entre guillemets, et dont ensuite sur lesquelles les politiques vont s'appuyer. Alors, j'ai du mal à dire si ça va être positif, puisque le temps politique, c'est maintenant. La loi va être déposée dans les 2 semaines qui viennent, puis posée au Conseil d'État, puis ensuite posée au Parlement. Et c'est finalement, je suis comme saint Thomas. J'attends la fin. Bon, j'attends la fin et de qu'est-ce qui va sortir exactement. Mais je pense que le modèle, c'est-à-dire d'avoir une vision un peu au départ de l'état des lieux, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. La science parle un peu, mais elle n'est pas suffisante, la science. Ensuite, la convention citoyenne, les débats pour explorer, et puis l'écoute des différents professionnels, moi, m'apparaît sur certains grands sujets de grande tension en ce moment dans ce pays, m'apparaît une des approches possibles, en tout cas qui mérite d'être tentée. Et j'ajoute que ce qui est assez remarquable justement dans ce débat, c'est que la voix des minorités a été particulièrement entendue, en tous les cas respectée, lors du débat sur la fin de vie. Oui, c'est-à-dire que dans tous ces débats, évidemment, il y a des positions majoritaires et il y a des positions minoritaires. Et il faut toujours respecter et laisser la possibilité d'avoir une opinion minoritaire qui permet de poser et d'éclairer les arguments. Mais on sait combien reconnaître la voix des minorités actives est toujours extrêmement difficile. Laurent, j'aimerais qu'on parle... Juste sur ce sujet, il n'y a pas eu d'échec dans tous les exemples qui ont été cités. Il y a le fait que ce soit inabouti. Le grand débat... alors d'abord, la participation des citoyens, elle n'est pas contradictoire avec le fait qu'il y ait des groupes, des associations, de la société civile qui s'organisent pour faire valoir des intérêts propres, des points de vue particuliers, etc. Mais je crois qu'on ne s'en passera plus maintenant. Le grand débat, si on prend ça, le problème, c'est pas qu'il ait existé et que ça a été un échec. Il y a eu un nombre de citoyens, y compris dans les plus petites des communes, qui se sont réunis, etc., qui ont fait des doléances. On ne les a pas vues. Elles sont aujourd'hui aux archives départementales dans chaque département, mais ça n'a pas abouti. Tout simplement parce que il faut pas, quand vous partez là-dessus, vous avez le droit, y compris quand vous l'animez, d'avoir vos propres opinions, mais il faut le faire sincèrement. Moi, ce qui me frappe, j'ai plus suivi celle sur le climat, qui n'est pas un échec, c'est les règles. Il faut qu'on puisse connaître l'aboutissement du processus et les règles du jeu. Sur le climat, moi, j'ai vu des gens progresser ensemble. La démocratie, c'est pas j'arrive, j'ai une position, t'as pas la même que moi, mais quoi qu'il arrive, je garderai la mienne, tu garderas la tienne, et on verra comment on arrive à se foutre sur la gueule, et au mieux, on tranchera par un vote. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est de construire, de progresser ensemble. Et ces endroits qui ont existé, ces conventions, c'est ça, c'est les gens qui progressent ensemble, comprennent l'argument de l'autre et se laissent percuter par ça et ne deviennent pas des ectoplasmes qui ne pensent rien. Et moi, je crois à ça. Mais le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'articuler ça avec 2 autres dimensions de la démocratie. C'est la démocratie représentative de ceux qui représentent des intérêts, qui construisent ensemble des plaidoyers, des positions, et puis la démocratie élective, qui a aussi pleine et entière légitimité. Mais il n'y aura plus d'exercice du pouvoir, chacun l'a compris. Il n'y aura plus d'exercice du pouvoir sans la capacité, à un moment donné, à redonner un peu le rôle aux citoyens dans l'élaboration. Alors Laurent, je rebondis sur ce que vous dites. Vous parlez justement de l'aboutissement. Et c'est clé l'aboutissement. Et on voit bien que dans le domaine justement de la Convention citoyenne pour le climat, c'est le travail a été plutôt très positif, c'est justement sa conclusion, la manière dont la démocratie représentative s'en saisit pour la transformer qui pose problème. Tout cela, et Jean-François également à la tête du conseil scientifique, vous qui avez côtoyé Emmanuel Macron quasiment tous les jours pendant plusieurs mois, qu'en déduisez-vous l'un et l'autre de la pratique de l'exercice démocratique d'Emmanuel Macron? Beaucoup de procès d'intention lui sont formulés à son endroit. Est-ce que vous vous dites, finalement, il a une conception
de la démocratie qui peut être très vertueuse, mais à l'épreuve des faits, à l'épreuve de la responsabilité, sa manière d'exercer la démocratie, elle est contestable. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire. Moi, je crois que le risque... Ouais, merci, je te revaudrai ça de toute façon. Mais je crois que le risque, justement, pour la démocratie, c'est de polariser. C'est de trouver... Je pense qu'on est dans un moment de fragilité démocratique. Moi, je suis comme Jean-François, je suis très optimiste sur nos capacités à faire vivre du débat. Mais je pense qu'il y a une forme de fragilité démocratique et le risque, c'est toujours de considérer que ce n'est pas de sa faute et c'est de la faute de l'autre. Moi, je crois pas... Enfin, encore une fois, il y a des fois des positions qui sont prises quand le processus démocratique a été respecté avec les 3 dimensions dont je parlais. Au bout d'un moment, il faut bien décider. Et on peut être d'accord ou pas d'accord, mais si on décide de vivre en démocratie, ce qui est quand même... il suffit, moi j'ai un peu voyagé aussi par mes fonctions syndicales, c'est quand même très envié par pas mal de nos collègues dans un certain nombre de pays. Donc, il faut faire attention de ne pas donner le sentiment que ce serait de la faute d'un seul. Ou, voilà, tout à l'heure, j'étais interrogé par une équipe de journalistes en disant, est-ce que, vrai, faux, est-ce que la France est encore un pays démocratique? Bah oui. Il faut arrêter les conneries, excusez-moi de le dire aussi. Franchement, oui, on est dans un pays démocratique parce que si on voulait, avec Jean-François, on démontrait qui on veut sur cette tribune. C'est pas vraiment notre façon de faire, vous l'avez compris, mais donc oui. Non, ce qui est sûr, c'est que l'acteur politique aujourd'hui, et j'élargis, et on l'a encore entendu, y compris dans cette région ce week-end, j'ai l'impression, pense qu'il faudrait, pour que tout ça fonctionne mieux, et une partie de la population, je rappelle qu'il y a autour de 25%, je crois, de la population française qui disent qu'un bon régime autoritaire, ça ferait du bien. J'en suis pas certain, j'en fais pas partie. Mais qui pensent que maintenant, face à l'accès à l'information qui est beaucoup plus vaste, au fait qu'on peut dire n'importe quoi qui contredit 10 mois de recherche d'un chercheur en quelques signes sur un Twitter, etc., tout ça rend les choses plus complexes. Et qui disent, bon, certains pensent qu'en gros, il faut une bonne verticalité, bien rigide, et ça ira mieux. Eh bien moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas du tout à ça. Je crois qu'au contraire, il faut de la délibération, et il faut aussi que ceux qui sont élus pour le faire puissent décider quand c'est le temps de décision. Mais on ne peut plus considérer que sa légitimité vient seulement du moment où on acquiert la responsabilité. Vous savez, il y a une double légitimité, et pas que pour ceux qui sont élus, quand on est président de la République, député, maire, etc. Mais ça vaut pour le scientifique, ça vaut pour le syndicaliste, ça vaut pour le responsable associatif, pour le journaliste. C'est quand vous obtenez votre diplôme de journaliste et la façon dont vous exercez la fonction. La façon dont on l'exerce. Et en démocratie, maintenant, quand on exerce une fonction, on doit tenir compte de la nécessité du débat en continu, la démocratie en continu, comme dit Pierre Roland. Je suppose, Laurent, que vous faisiez référence à Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Et justement, ça me permet de rebondir sur un entretien qu'il a publié le 13 juin dernier, c'était dans Le Point. Et voilà ce qu'il déclarait. Un État profond s'est constitué avec une administration qui s'est autonomisée du politique, voire politisée avec ses propres objectifs. Les autorités administratives indépendantes sont un monstre juridique. En 20 ans, nous avons multiplié les petites royautés administratives qui ne répondent plus à aucune instruction. Nous devons retrouver la belle tradition de l'administration française qui mettait son énergie à ce que les décisions issues du suffrage universel soient mises en œuvre. Pour moi, cela passe par la suppression de la quasi-totalité des autorités indépendantes, comme la CNIL, l'ANSES ou l'ARCOM. À force d'avoir mis des contre-pouvoirs, il n'y a plus de pouvoir. C'est pour cela que rien ne change. Alors, tout à l'heure, je ne doute pas que nous poserons la question, d'ailleurs, à la défenseur des droits, Claire Hédon, et j'ignore si le CCNE est également dans sa ligne de mire. Mais ça vous inspire quoi, ce propos? Est-ce que c'est ce qu'on appelle la porte ouverte à l'illibéralisme, Laurent? Mais Jean-François répondra aussi, hein. Non, mais ça m'inspire que... Enfin, vous voyez, on parle du Comité national d'éthique, on parle de la défenseur des droits, on parle de l'ARCOM, on parle du CSA, etc., on parle, et donc on peut potentiellement parler aussi de juridictions administratives qui existent, qui pourraient être empêcheurs de tourner en rond. Enfin, au bout d'un moment, oui, on connaît ça. Moi, je connais ça en ayant été président de la Confédération européenne des syndicats, ce qui se passe en Hongrie, par exemple. Hongrie. Et après, quand les agences indépendantes sont un peu trop embêtantes pour fonctionner, les organisations syndicales le seront.
Et puis, potentiellement, les associations, seulement si ça va dans le bon sens et en finançant seulement celles qui vont dans le bon sens, etc. Enfin, c'est dangereux, quoi. Et donc, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à faire dans le fonctionnement administratif, le fonctionnement de notre pays. Mais il faut arrêter de croire que... je pense qu'il faut du contrôle citoyen. Et que quelque part, c'est ça qui est opéré. C'est-à-dire que quand on vit en démocratie, on a parlé de notre devise républicaine, c'est des droits et des devoirs, il faut qu'on puisse faire respecter ces droits aussi et que ça participe à ça, les instances indépendantes. Donc oui, je trouve ça dangereux, je le cache pas. Je crois que notre démocratie, elle ne souffre pas d'être trop touffue. Elle souffre de ne pas, aujourd'hui, faire suffisamment de place au débat contradictoire et surtout à une forme d'éthique du débat public. D'une éthique du débat qui est qu'on s'écoute avant de se mettre sur la figure. Et ça, je suis désolé de le dire, et c'est le seul pic que je m'autoriserai ce matin, mais c'est des fois plus le personnel politique qui est coupable de ça que les citoyens. Moi, je suis toujours frappé des débats auxquels je participe, avec des désaccords, parfois un peu de mots qui s'envolent, mais d'un profond respect. Et il faut ce respect-là, c'est-à-dire que celui avec lequel on n'est pas d'accord n'est pas forcément n'est pas un ennemi. Débattre, c'est penser contre soi. Mais pensez-vous réellement, Laurent, Jean-François, mais pensez-vous réellement, Laurent, que l'on peut restaurer aujourd'hui les conditions d'une éthique du débat ? Oui, parce que si vous regardez vraiment ce que sont les enquêtes d'opinion, les visions sur la société, vous vous apercevez qu'il y a une large part de personnes qui, en ayant des convictions affirmées, etc., mais de citoyens qui considèrent qu'il n'y a pas d'autre voie dans un pays comme le nôtre pour avancer que de se parler, que de confronter et de faire émerger tantôt des compromis, tantôt un fait majoritaire, mais que c'est comme ça qu'on avance. Et je crois qu'il ne faut pas regarder que l'écume. L'écume, elle nous effraie. Parce que s'il y a un truc qui participe à mon bien-être aujourd'hui, c'est de ne plus être obligé d'aller regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Eh bien, si vous enlevez ça, vous regardez, les gens n'ont pas envie de se mettre sur la figure tous les matins. Jean-François, justement, vous qui étiez, pardonnez-moi, à la tête du conseil scientifique, l'hystérisation du débat, l'antagonisation, la haine même des débats, dans les débats et autour des débats, via les réseaux sociaux, mais pas seulement, souvent alimentés par les politiques eux-mêmes et par les médias. Vous en avez fait justement l'expérience. Qu'en retirez-vous justement de vos espoirs? Vous dites que vous êtes un optimiste. Vous croyez, vous aussi, réellement que l'on peut restaurer les conditions Avant de répondre à ça, je voudrais revenir sur la question des autorités indépendantes. Et rappeler que le Comité national d'éthique a été fondé par François Mitterrand il y a 40 ans. On a fêté nos 40 ans sous la coupole, d'ailleurs, en présence du président de la République au mois de mars, à la suite du premier bébé de fécondation in vitro, Amandine Aclamar. Et on est, je veux dire que quels que soient pensent les politiques, qu'il s'agisse de ceux de Rhône-Alpes ou au niveau national, il faudra un comité consultatif national d'éthique. La science avance, comme je l'ai indiqué. Probablement le 21e siècle sera bien sûr celui des enjeux de l'environnement. Il sera celui de la science, c'est-à-dire de la science probablement en biologie. Vous ne voyez que le début de ce que va être les immenses progrès qui sont en train d'arriver, hein, à partir à la fois dans la procréation, dans l'existence de possibilités de fécondation à partir des organoïdes. On commence à avoir des premiers médicaments dans l'Alzheimer, mais avec des coûts fantastiques. Donc, qui on va dépister, qui on va traiter. Enfin, il y a des enjeux éthiques qui nous touchent tous et où il faut bien sûr qu'il y ait une réflexion indépendante autour de cela. Donc, je n'ai pas de crainte pour le CCNE, à vrai dire aucune crainte. Je ne serai plus là. Il faut que le CCNE reste, et comme la défenseuse des droits aussi, c'est des biens précieux nationaux que nous avons en France, qu'on nous envie d'ailleurs. Hein. Je rappelle que le président Trump aux États-Unis, lorsqu'il est arrivé, c'était un de mes homologues qui dirigeait le comité d'éthique américain, il lui a dit bonjour et je ne vous verrai plus pendant mon mandat. Eh bien, c'est quand même un des risques qu'on pourrait avoir si on avait une dérive en France. Il faut qu'on ait ces instances indépendantes qui soient très fortes, très puissantes et qui puissent faire entendre leur voix. Alors, je réponds aussi parce que je ne voudrais pas donner l'impression de fuir à la question des rapports avec l'Élysée. Hein, bon. Et je vais aller un peu plus loin.
En France, on est avec une présidence de la République et une certaine forme de royaume de France, vous l'avez tous bien compris, où tout remonte sur l'Élysée. Je retiens de cette crise que nous avons une haute fonction publique, 300 personnes qui décident en France, qui sont, contrairement à ce qu'on veut bien dire, de très beau niveau et qui ont un sens de l'État. Il faut arrêter aussi de dire qu'on a des fonctionnaires qui se foutent du monde, c'est pas vrai. On a des gens qui ont le sens de l'État. La question, c'est qu'ils sont à 95% sortis de l'ENA. Il n'y a absolument pas de mélange. Ils ont quitté les équations à partir de la classe de la seconde. Et ils n'ont aucune idée de ce que c'est la science. Ils ont une relation avec la science qui est quelque chose de très complexe. Ce qui fait que la France, par exemple, et je le dis, je le répète, et je ne suis pas le seul à le dire, Louis Gallois a fait un très bon éditorial dans Le Monde il y a 10 jours là-dessus. La France consacre 2,5% de son PIB à la recherche, au sens très large du terme. Sciences, médicales, environnementales, etc. L'Allemagne 3,1, les États-Unis 3,7. C'est des sommes considérables. C'est-à-dire que nous sommes, dans les pays de l'OCDE, un des pays qui consacre le moins à la recherche. Et un pays qui ne consacre pas d'argent à sa recherche, qui ne valorise pas ces jeunes chercheurs qui sont obligés de partir ailleurs, est un pays qui va rentrer en deuxième catégorie. Bon. Et c'est un des risques majeurs. Moi, c'est mon message là maintenant, c'est il faut que ce pays se redresse, et c'est très compliqué, parce que les décideurs politiques ne savent pas ce que c'est. Et une de nos faiblesses en France, est que notre élite, une fois de plus, qui est de très bonne qualité, eh bien, doit se mitiger. À une époque, nous avions des gens qui arrivaient de Normal, qui arrivaient du corps des mines, qui arrivaient du privé, qui arrivaient de milieux sociaux qui étaient différents. Il n'y a plus de mélange en France. Et on va le payer très durement dans les années qui viennent si on ne redresse pas le la consanguinité des élites est effectivement un énorme problème. Avant d'arriver à 3-4 questions de conclusion, Laurent, vous évoquiez l'autorité il y a quelques instants, et on sait que de l'autorité à l'autoritarisme, il n'y a qu'un pas. Selon vous, dans une démocratie qui se porterait bien, mais aussi dans une entreprise, et vous connaissez le monde de l'entreprise, et on pourrait le dire aussi même dans une famille, que signifie bien exercer l'autorité ? Vous m'avez tendu la perche en évoquant l'autorité, je vous la renvoie. Non, mais c'est d'abord, je crois qu'il faut savoir que ceux à l'égard de qui vous exercez l'autorité sachent où vous voulez en venir, où est-ce qu'est votre colonne vertébrale et ce qui vous anime et un peu le cap sur lequel vous voulez aller. Et ensuite, ça nécessite de pas vouloir le faire tout seul. Enfin, moi, on peut être la personne la plus intelligente au monde, je ne saurais pas comment la définir, mais tout seul, on est tout seul. Et que ça ne marche pas, quoi. On peut pas avoir... Enfin, on peut pas... vous voyez bien, c'est notre démocratie, elle est traversée de multiples enjeux, de multiples défis, etc. Et il faut faire conjuguer les énergies ensemble, aller chercher les bonnes compétences, s'entourer de gens qui, sur certains sujets, savent mieux que vous ce qu'il faut faire. Enfin, moi, je l'ai vécu en dirigeant une organisation locale. Il y avait des gens dans les équipes qui étaient bien meilleurs que moi sur nombre de sujets. Et l'idée, c'est pour exercer une autorité, c'est d'aller chercher, de bien s'entourer et de chercher les compétences et de respecter. Moi, j'ai toujours une expression qui veut pas dire, qui me parle, je crois qu'à moi, mais la société est extrêmement épaisse, au sens où elle est extrêmement diverse, elle est traversée de paradoxes, de contradictions, y compris personnellement, on est traversé de paradoxes, de contradictions, et que ce qui permet d'exercer l'autorité, c'est de savoir où on veut aller, c'est le respect des personnes qu'on entend, avec qui on entend travailler, œuvrer, militer, je ne sais quoi, gouverner, et de le faire en étant respectueux. Moi, je crois que la démocratie, en ce moment, une de ses fragilités, c'est l'irrespect qui inonde le débat public.
C'est la caricature, c'est la facilité, c'est la petite phrase, c'est l'outrance, voilà. Et on peut être extrêmement déterminé et assez clair sur ce qu'on veut faire en étant respectueux de ses interlocuteurs et des gens avec qui on travaille et avec qui on discute. Peut-être qu'il est temps aussi de rappeler que l'exemplarité est indissociable justement de l'exercice de... Évidemment, ça pour le coup, d'éviter de balancer la petite phrase qui fera du buzz mais qui fera plaisir aux médias le matin. J'ai rien contre les journalistes, mais enfin, on a tous vécu ce moment où on nous trouve trop mou parce qu'on est trop nuancé, mais manier de la nuance, puis avoir l'éthique de responsabilité, c'est-à-dire, enfin oui, évidemment, servir et pas se servir, quoi. Il nous reste 5 minutes pour la conclusion. Première question, Jean-François et Laurent, aux fonctions qui sont ou qui étaient les vôtres ces dernières années, que pensez-vous n'avoir pas réussi et peut-être même que pensez-vous avoir raté dans l'enjeu dont on débat depuis bientôt 1 heure, qui est justement l'enjeu de revitalisation de la démocratie? Avez-vous des regrets particuliers de ce que vous avez fait ou n'avez pas fait? Oui, bien sûr. Moi j'ai des regrets. J'ai des regrets sur la gestion de crise. Une fois de plus, je rappelle, le Conseil scientifique était là pour éclairer et les décisions étaient politiques. Mais j'assume également un certain nombre de points. On a eu, à un moment donné, par exemple, au mois de juin ou de juillet 2020, souvenez-vous, on sortait du premier confinement. Vous pensiez tous que la crise était finie, d'ailleurs, pour la plupart d'entre vous. Et on n'était qu'au début de 2 ans et demi encore qui allaient durer. Il y a eu beaucoup plus de décès dans les années 2021 et 2022 qu'il n'y en a eu en 2020. On est resté très strict sur la gestion des EHPAD et de nos sujets, de nos sujets les plus anciens. Et on a probablement fait passer la santé plus que l'humanité. Et là, vraiment, ça me serre encore le cœur. Autant je n'ai aucun regret sur d'avoir conseillé un confinement extrêmement strict et le plus vite possible au mois de mars, autant les modalités de sortie de ce confinement ont été probablement difficiles. Un deuxième regret a été finalement de ne pas avoir été encore plus clair, de ne pas vous avoir suffisamment expliqué ce qu'était à la fois, je dirais, ce succès inattendu, mais très particulier des vaccins contre le Covid, qui protégeaient les plus anciens contre les formes sévères et graves, mais qui ne protégeaient pas bien contre la transmission. Et peut-être j'étais probablement des premiers à le dire, mais pas suffisamment de façon claire pour que vous le compreniez, parce que c'était tellement nouveau aussi pour nous, pour un médecin y compris. Vous voyez, l'idée même qu'un vaccin protège contre les formes sévères et protège pas si bien que ça contre la transmission. Donc voilà, dans la notion de relation. Et puis le troisième grand sujet, on l'a déjà évoqué, c'est que les citoyens, à partir de juin 2020, n'aient pas plus été écoutés sur un certain nombre de choses. Laurent le redisait, la France a laissé les écoles ouvertes très longtemps. Mais à quel prix? Quelle modalité? Souvenez-vous de janvier 2022 avec l'arrivée d'Omicron, des directives qui étaient faites par le ministre de l'Éducation nationale le dimanche pour des choses qui devaient être faites le lundi. On aurait écouté les associations, on aurait construit avec le citoyen. On n'était plus dans du top-down de décision du mois de mars. Les choses auraient pu mieux se faire. Donc, je retiens de ça vraiment, j'en étais déjà intimement persuadé, que notre démocratie peut bouger, doit évoluer vers une évolution d'une démocratie plus participative et d'écoute des citoyens entre nos grandes élections. Laurent ? Moi, d'abord, je veux dire un immense respect au gars qui a géré la crise, comité d'experts scientifiques, de ce qui vient d'être dit, est quand même la marque je le dis, j'ai un immense respect de ce que tu viens de dire, parce que effectivement, on peut tous se dire après le film ce qu'il aurait fallu faire, et je crois que vous venez de vivre un moment vraiment très fort. Moi, ce que je regrette, c'est que dans ce moment-là, moi, j'ai senti qu'on était vraiment dans
le mot va vous paraître un peu bizarre, mais dans une forme de communauté collective où il fallait qu'on s'en sorte ensemble. Vous vous rappelez, à ce moment-là, il y a eu des tribunes dès le lendemain, le monde sera différent, le monde sera différent, le monde, on va refaire. Et puis qu'on est reparti très très vite comme avant, quoi. Je pense on aurait dû, mais je ne sais pas encore par quel mécanisme, et ça nous appartenait sans doute à tous qui étions un peu aux manettes de différents endroits à ce moment-là, de dire attendez, on fait une pause. Moi, je prends un sujet qui me touche, qui me tient à cœur depuis toujours, c'est le sujet des sans domicile fixe. Ils ont tous été à un moment donné pris en charge quelque part. Et c'est revenu comme avant. Et ça, on déconne, quoi. Donc c'est ça le regret, c'est qu'on n'ait pas eu le coup de rein nécessaire, comme quand on fait du sport, pour dire ah, là, il faut qu'on stoppe un peu et au moins qu'on se pose la question. Et des regrets dans l'exercice de vos responsabilités? Bah, vous savez, c'était très particulier. Moi, j'étais employeur aussi. Mais indépendamment du Covid, hein, je parle de... Ah, dans... Oui. Des regrets, il y en a plein. D'abord, c'est quand on n'arrive pas à convaincre alors qu'on pense qu'on a raison. On a forcément du regret. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais quand on est quelqu'un de conviction, voilà. Puis après, il y a plein d'autres choses. C'est de montrer l'importance de l'engagement. Enfin, moi, je crois que la démocratie, ça ne va pas sans l'engagement des citoyens. Et donc, dans le monde du travail, c'est le syndicalisme. Dans d'autres éléments, ça peut être la politique. Si on est tous attachés à la démocratie, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est et moi, ma place là-dedans, c'est quoi? Et qu'est-ce que je dois faire? Et pas qu'est-ce que les gens qu'on voit à la télé doivent faire. Et il n'y a qu'à Faucon. Il faut qu'on sorte de ça. Et on ne l'a pas suffisamment fait comprendre. Dernière question avec une réponse extrêmement courte, sinon vous raterez votre train pour Paris. Un médecin au front. C'est un résumé de votre vie de médecin, Jean-François, mais cette existence au service des autres, on aurait pu aussi la titrer autrement. Un médecin contre le Front national, aujourd'hui Rassemblement national, l'un et l'autre. Entreprenez-vous aussi pour apporter une alternative ou exprimer une opposition à la possibilité que demain l'extrême droite soit au pouvoir? Non, moi, je suis très clair et je parle là à titre personnel et pas du tout comme président du CCNE, qui est un exercice où on est 45 d'intelligence collective et où chacun doit pouvoir garder ses opinions. Oui, moi, à titre personnel, et je sais, quand je quitterai le CCNE, je me mouillerai, d'ailleurs, je mouillerai la chemise là-dessus. Oui, je pense qu'on a une belle démocratie, qu'elle est quand même en danger en France là, en ce moment, qu'il faut trouver les moyens de la faire vivre et qu'elle est en danger parce qu'on a cet extrême. On a cet extrême qui s'est déjà produit dans des pays proches du nôtre, comme en Italie par exemple. Donc oui, je suis très clair. Je ferai tout ce qui est possible en mon pouvoir pour lutter, en effet, contre l'arrivée du FN au pouvoir, et de façon plus subtile, parce que c'est contre certains grands groupes de médias, en ce moment, qui doucement mais sûrement sont en train de préparer et de bloquer le pays sur un certain nombre de leurs visions. Donc je dis attention, on est une belle démocratie, il faut la garder, mais elle est un peu en danger. Il faut rappeler d'ailleurs que sans Fox News, Trump ne serait sans doute jamais arrivé au pouvoir en 2016. Un mot justement, Laurent, sur cette question. Oui, ça, je crois l'avoir suffisamment dit. Ma crainte absolue, c'est l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir dans ce pays. Et c'est ailleurs en Europe en train de progresser. Et on le fera pas, on luttera pas contre ça autrement qu'en prenant chacun sa part dans la démocratie, en discutant, en délibérant. Il faut jamais oublier que l'extrême droite prospère sur du ressentiment social et la recherche de boucs émissaires. Il faut traiter ces sujets-là, mais elle peut aussi prospérer sur un débat démocratique qui s'affaiblit, où on essaye plutôt de manier l'argument à deux balles que la vraie discussion de fond. Donc il appartient aussi à chacun de le faire là où on est, là où on agit pour éviter cette catastrophe. Merci beaucoup, Jean-François et Laurent, pour cette leçon de démocratie. On fait une pause, on se retrouve dans quelques minutes pour poursuivre les débats. Merci.